Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. D'abord les titres de cette édition. Première conférence semestrielle des gouverneurs des régions. Au titre de l'année 2016, l'on feuillette déjà le projet de résolution qui a sanctionné les assises de Yaoundé. La première résolution à vous présenter ce soir concerne cette traque désormais ouverte contre les associations religieuses exerçant en marge de la réglementation en vigueur. Production de l'énergie électrique, le plus qui vient de Niabizan. Le barrage de Menvele, en construction dans cette localité du Sud Cameroun, sera officiellement mis en eau le 15 août 2016 en vue d'observer le comportement et la fiabilité des différentes composantes de cette infrastructure énergétique. Et puis en sport, qui du général Semengue ou de Franck Api sera le premier président élu de la Ligue de football professionnel du Cameroun. La réponse sera connue au soir du 28 juillet 2016 pour jour de l'élection. Mais avant la lettre, l'on interroge les programmes qui meublent la campagne de l'un et l'autre candidat. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir à tous, bienvenue au journal et merci de nous accorder votre préférence. Première conférence semestrielle des gouverneurs des régions. Au titre de l'année 2016, l'on feuillette déjà le projet de résolution qui a sanctionné les assises de Yaoundé. L'application des dispositions légales régissant la liberté de réunion, la liberté de manifestation publique et la liberté de culte au Cameroun a retenu l'attention des patrons des régions qui ont reçu des instructions du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au sujet de l'interprétation par les autorités administratives des dispositions légales y relatives. La première résolution à vous présenter ce soir concerne cette traque désormais ouverte contre les associations religieuses exerçant en marge de la réglementation en vigueur. On fait le point avec Adi Poutou. L'un des feuillets du rapport final de la dernière conférence semestrielle des gouverneurs des régions annonce dans un proche avenir la chasse aux églises illégales. La prescription du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation vise à rompre avec certaines pratiques ayant pignon sur rue dans le secteur. Les nuisances sonores, les pratiques déviantes, les contenus équivoques des prédications, les mouvements financiers d'origine douteuse, les lieux abritant les cultes sont autant de reproches imputables au fonctionnement de ces entités. À ces éléments qui constituent des sources potentielles d'insécurité et de troubles graves à l'ordre public, s'ajoute le souci pour le gouvernement de mettre fin à la tolérance administrative à travers le respect rigoureux de la législation en vigueur en matière de religion. De sources bien introduites, l'on apprendra qu'à l'avenir, tout sera régi par la mise sur pied d'une instance de régulation chargée d'entretenir des relations institutionnelles avec des structures religieuses. Concernant l'exercice de la liberté de réunion et de manifestation, cette disposition, conformément à la loi, doit être régie par une procédure de déclaration préalable. Quant à la liberté de réunion, l'autorité administrative dispose d'une mesure de police résiduelle. Par contre, la loi lui reconnaît pour ce qui est des manifestations publiques le pouvoir soit de lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire, soit de l'interdire si la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public. Le barrage de Menvele en construction dans la localité de Niabizan au sud du Cameroun sera officiellement mis en eau le 15 août 2016. Cette opération qui consiste à remplir le barrage à plein temps permettra à l'équipe du projet et aux constructeurs d'observer le comportement des différentes composantes de cette infrastructure énergétique afin d'en juger la fiabilité. Davantage de précisions avec Justice Totoum. L'unité opérationnelle de mise en œuvre du projet de construction du barrage hydroélectrique de Menvele prépare activement la mise en eau de l'ouvrage annoncé pour le 15 août 2016. Cette opération, d'après les techniciens, va consister en l'ouverture de toutes les voies d'eau. Celle-ci, à partir des évacuateurs de crues 1 et 2, circulera dans le canal, d'amener jusqu'au réservoir tampon situé avant la prise d'eau usinière. L'objectif est de tester le comportement des grandes composantes telles que les digues principales et secondaires et le réservoir tampon. Si les résultats sont concluants, l'on procédera à la validation des ouvrages réalisés. Actuellement, les travaux de construction de l'ouvrage affichent un taux de réalisation de 80%.
En chantier depuis le mois de juin 2012, par la société chinoise Chinohydro, le barrage hydroélectrique de Memvele fournira 200 MW supplémentaires et participera ainsi à la réduction du déficit énergétique dont souffre le Cameroun. Cette infrastructure énergétique, d'un montant total de 420 milliards de francs CFA, est financée en majorité par un prêt d'Exim Bank China pour environ 243 milliards de francs CFA contre 112 milliards de francs CFA pour la Banque africaine de développement et 65 milliards de francs CFA pour l'État du Cameroun. Restons dans les mers et les océans pour parler du port en eau profonde de Kribi, où la société néerlandaise Smit Lamnalco vient de créer SLK Kribi Towage avec un capital initial de 10 millions de francs CFA. Cette entreprise, contrôlée par la société néerlandaise Smit Lamnalco, se chargera du développement et de l'exploitation des services de remorquage et d'amarrage au port en eau profonde de Kribi. Reportage. Le contrat de concession des services de remorquage et de l'amarrage des navires entre le gouvernement camerounais et la société néerlandaise Smit Lamnalco remonte en avril 2015. Elle crée donc SLK Kribi Towage qui est rendu opérationnel vendredi dernier. En effet, dans son objet social, l'on apprend que cette entreprise se chargera du développement et de l'exploitation des services de remorquage et de l'amarrage au port en eau profonde de Kribi dans le cadre d'un contrat de concession dont l'actionnaire majoritaire, en collaboration avec l'actionnaire minoritaire, a été déclaré adjudicataire. À l'analyse, cette entreprise est contrôlée par la société néerlandaise Smit Lamnalco, à laquelle le gouvernement camerounais a confié en avril 2015 le contrat de concession des services de remorquage et de l'amarrage dans cette infrastructure portuaire dont la construction de la première phase est achevée depuis plusieurs mois dans la région du sud du pays. Concrètement, SLK Kribi Towage SA va gérer les deux remorqueurs baptisés Roi Madola et Roi Maese, construits en Chine et réceptionnés le 27 avril 2014 à Guangzhou pour le gouvernement camerounais. Ces deux navires, d'une capacité de traction de 4000 tonnes chacun, auront pour rôle de porter assistance aux navires en difficulté au port en eau profonde de Kribi d'une part et d'aider à l'amarrage sur les quais du port d'autre part. SLK Kribi Towage SA a pour directeur général Bartels Frank Hendrik et son conseil d'administration présidé par Velman Olzojord. La suite du journal. Le 20e groupement des sapeurs-pompiers à Douala abrite depuis le 18 juillet 2016 et c'est jusqu'au 20 août prochain la deuxième édition de la formation des jeunes sapeurs-pompiers. Placé sous la supervision du colonel Mikaela, il est question d'inculquer aux enfants l'art des premiers secours afin qu'ils soient prêts à agir partout où ils se trouvent. Reportage Eric Ticheux et Josué Ngonga. Ils sont au total 90 enfants dont l'âge oscille entre 8 et 16 ans venus des 4 coins de la ville de Douala à prendre part à cette deuxième formation des jeunes sapeurs-pompiers édition 2016. Une initiative qui vise à préparer et leur inculquer les notions de combat, de prévention du feu et surtout l'art des premiers secours. Qui fera d'eux vraiment les premiers maillons de secours partout où ils seront, soit dans leur milieu de fuite au quartier, soit à l'école. Quelqu'un peut avoir une blessure, une hémorragie, un malaise, ces enfants pourront intervenir. Scindés en deux groupes, niveau 1 et niveau 2, ils sont également à l'école du civisme, de la discipline et du sens patriotique, dans l'objectif qu'ils deviennent des ambassadeurs dans leur milieu de vie. Les enfants sont de bons ambassadeurs. Quand un enfant sait quelque chose, il veut montrer qu'il sait. Et pour toucher les populations, vous voyez, ces enfants ils viennent de tous les quartiers de Douala. Pour pouvoir toucher la population, on passe par ces enfants qui sont de très bons ambassadeurs, très réceptifs et qui peuvent, c'est toute une fille quand on sait secourir, on saura le faire toute une fille. Donc vous voyez, c'est des graines qu'on est en train de s'aimer et qui vont germer parce que généralement quand on les prend pendant un mois, pendant les grandes vacances, il faut savoir qu'on les reprend encore en décembre pour une semaine pour un recyclage, on les reprend encore pour une semaine en mars, ce qui fait que c'est une activité permanente en réalité. Et l'objectif général qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vulgariser l'esprit de sécurité.
Une activité utile pour ces enfants en cette période de vacances dans un cadre approprié sous la supervision des encadreurs dévoués à partager leurs connaissances dans un climat bon enfant, ce qui sans doute amènera certains à choisir dans leur carrière professionnelle future le métier de soldat du feu. Parlons à présent de la jeunesse, considérée au Cameroun et même ailleurs comme étant la relève. De par la valeur qu'elle représente dans la société, elle a été inscrite dans le calendrier des journées à célébrer. L'occasion est donc toute faite en ce 26 juillet, journée internationale de la jeunesse, de s'interroger sur le rôle que joue la jeunesse du Cameroun dans sa construction et du soutien que lui apportent les pouvoirs publics. Un regard sur la question avec Lisa Youmsi. La jeunesse camerounaise est consciente des responsabilités qui sont siennes. Son souci d'accroître la créativité et d'optimiser son potentiel s'illustre dans différentes initiatives, à l'instar du Conseil national de la jeunesse du Cameroun et du PADJET-U, dont les missions consistent à mettre en synergie des organisations de jeunesse du Cameroun pour des actions, une participation efficiente au développement du Cameroun. Ces structures se donnent le devoir de veiller à la promotion et l'épanouissement des jeunes par un rôle consultatif, proactif et représentatif auprès des institutions nationales et internationales agissant sur les questions de jeunesse. La jeunesse camerounaise n'est malheureusement pas faite seulement de ceux-là qui pensent à construire. Une autre catégorie de ces tranches d'hommes sont connus pour des excès. La morale dans leur milieu est dépassée. Ils brillent par l'oisivité et des dépravations de toutes sortes. À la moindre remarque, l'on incrimine le gouvernement qui n'est pas exempté de son devoir d'apporter son soutien aux jeunes. On se souvient qu'en février dernier, lors de son adresse à sa jeunesse, le président de la République mentionnait un plan d'urgence triennal doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA dans l'optique de permettre à la jeunesse camerounaise de tirer le plus grand profit des différents chantiers et des nombreux projets en cours ou alors en préparation. Pour le président de la République, cette initiative devrait faciliter et accélérer l'insertion économique des jeunes et devrait par la même occasion leur donner l'opportunité de faire montrer de leur patriotisme économique. La promesse semble laisser un goût d'inachevé au regard du dernier rapport du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour que 10% des jeunes diplômés n'ont pas de métier. Les responsabilités sont connues et à chacun de s'acquitter de la sienne. La 31e édition de la Journée mondiale de la jeunesse est une occasion pour chacun de faire une sérieuse introspection. Autre chose à présent, la mangrove, une richesse à protéger. Sur une superficie d'environ 400 000 hectares de mangrove, le Cameroun a des raisons d'en être fier. Un environnement garant des milliers de vies à la lumière de son potentiel biologique, écologique, mais aussi économique. Un atout qui, malheureusement, surexploité, connaît une dégradation galopante avec en perspective de graves et irréversibles conséquences, nous dit Colin Bekatal. La mangrove couvre plus de 400 000 hectares de la superficie camerounaise. On en distingue au Cameroun celle de Rio del Rey dans le sud-ouest, celle de l'estuaire du Cameroun en embouchure avec les fleuves Vouri, le Mungo et la Dibamba. Dans le sud, on trouve celle du Rio Ntem. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur l'importance de cet aspect environnemental. La mangrove camerounaise comble plus d'un besoin au regard de son potentiel biologique et écologique. La pêche dans les zones de Yoyo en l'occurrence est une preuve de son apport économique au Cameroun. Outre la biodiversité qu'offre sa faune, les artisans bénéficient de ces produits forestiers non ligneux comme des lianes et des rotins. L'on ne saurait oublier la variété de ces plantes aux vertus médicinales. Cependant, ces ruisselantes tableaux subissent une dégradation exponentielle. La pêche à outrance, les activités agricoles et industrielles, l'expansion urbaine représente un véritable danger pour cet écosystème avec des conséquences graves et irréversibles. Sur le plan économique, 2500 familles sont entretenues par des mangroves. L'État tirant profit de leurs taxes et autres dépenses, la destruction de celles-ci constituerait un manque à gagner. Au dénouement de l'exploitation irresponsable de mangroves figurent aussi les érosions, la disparition de l'écosystème, la destruction de la couche d'ozone, le réchauffement climatique. Pérenniser l'écosystème camerounais relève d'un véritable challenge, mais le jeu en vaut la chandelle car de nombreuses vies en dépendent. En sport, le premier élu de la Ligue de football professionnel du Cameroun sera connu le 28 juillet à Yaoundé. Ce jour, les 34 présidents de Ligue 1 et 2, excepté le canon sportif de Yaoundé, exclus du vote, vont jeter leur dévolu sur Franck Hapi ou le général Semengue, président sortant.
Les deux candidats veulent chacun, à travers leur profession de foi, changer la physionomie du football camerounais. Michel Ateba fait l'économie des projets présentés par l'un et l'autre candidat. Pour Franck Hapi, 5 points peuvent métamorphoser la physionomie du football professionnel dans les 4 prochaines années. Pour parler football pro dans le contexte actuel, c'est d'abord réorganiser son administration. Ensuite, réduire le train de vie de ses administrateurs, les charges salariales et le fonctionnement. Le candidat qui a pour slogan Notre cause tient aussi à normaliser les rapports qui existent entre la Ligue et la tutelle. Si Franck Hapi est élu le 28 juillet, il va créer un partenariat entre la Ligue de football pro du Cameroun et celle étrangère, la MLS aux États-Unis, la Première Ligue en Angleterre et la Ligue de football professionnel de France. Enfin, le 5e point de sa profession de foi tourne autour de l'arbitrage. Le PCA de l'Union sportive de Douala dit mettre sur pied le système de la vidéo. Le but ici est de ne pas de manière subjective sanctionner les arbitres. Dans le camp du général Pierre Semengue, en poste depuis 2011, le premier point ici est le nerf de la guerre, le financement pérenne de la Ligue. Rendre effectives les incitations fiscales que l'État a accordées au football professionnel à travers la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement pérenne des activités et le paiement régulier des salaires décents aux joueurs et encadreurs. Le général promet 300 000 francs aux joueurs de Ligue 1 et 200 000 francs aux joueurs de Ligue 2. Ensuite, l'organisation des compétitions, créer de nouvelles compétitions dans le but d'améliorer les performances de nos clubs, coupes et coupes de la Ligue en augmentant le plus rapidement possible le nombre de rencontres à 50. La professionnalisation des clubs, parachever la mutation des clubs en sociétés commerciales dotées d'un patrimoine répondant aux exigences de la CAF, l'aménagement des infrastructures, bâtir des stades de proximité, 10 000 places, 15 000 places et construire des centres techniques dans les villes de Douala, Yaoundé, ainsi que les 8 autres régions du Cameroun. Le général propose aussi l'ouverture de la Ligue aux autres partenaires. Le 6e point porte sur la médecine sportive. Une meilleure prise en charge des acteurs du football professionnel par la construction d'un hôpital de référence spécialisé dans la médecine sportive. Enfin, la gouvernance sportive. Mettre en place une véritable gouvernance dans le foot pro au Cameroun. Le 28 juillet, les 34 clubs, excepté le canon de Yaoundé, exclus du vote pour bicéphalisme à la tête de son administration, vont jeter leur dévolu sur l'un d'entre Semengue ou Franck Hapi. À retenir de ce journal, première conférence semestrielle des gouverneurs des régions au titre de l'année 2016, l'on feuillette déjà le projet de résolution qui a sanctionné les assises de Yaoundé. La première recommandation au sujet de cette traque désormais ouverte contre les associations religieuses exerçant en marge de la réglementation en vigueur vous a été présentée dans cette édition. Production de l'énergie électrique, le plus qui vient de Niabizan. Le barrage de Memvele, en construction dans cette localité du Sud Cameroun, sera officiellement mis en eau le 15 août 2016 en vue d'observer le comportement et la fiabilité des différentes composantes de cette infrastructure énergétique. Et puis en sport, qui du général Semengue ou de Franck Hapi sera le premier président élu de la Ligue de football professionnel du Cameroun. En attendant la réponse, faites vos pronostics sur la base des programmes de campagne de l'un et l'autre candidat présentés au cours de cette édition d'information. Fin du journal, ne décrochez surtout pas l'information. La bonne, la meilleure, c'est ici et nulle part ailleurs. Bien le bonsoir.